Chapitre 25. Comme j'allais avoir 10 ans, il était temps de s'occuper sérieusement de mon éducation morale. Quant à l'éducation physique, elle allait son train. Je lançais des pierres comme David, je tirais de l'arc comme un soldat des îles Baléares, je montais à cheval comme un humide, seulement je ne montais ni aux arbres ni aux clochers. J'ai beaucoup voyagé. J'ai, soit dans les Alpes, soit en Sicile, soit dans les Calabres, soit en Espagne, soit en Afrique, passé par de bien mauvais pas, mais j'y suis passé parce qu'il fallait y passer. Moi seul, à l'heure qu'il est, sais ce que j'ai souffert en y passant. Cette terreur, toute nerveuse et par conséquent inguérissable, est si grande que si l'on me donnait le choix, j'aimerais mieux me battre en duel que de monter en haut de la colonne de la place Vendôme. Je suis monté un jour avec Hugo en haut des tours de Notre-Dame. Je sais ce qu'il m'en a coûté de sueur et de frissons. Revenons donc à mon éducation morale dont il était temps de s'occuper sérieusement. On avait sollicité pour moi des entrées gratuites à tous les collèges destinés aux fils d'officiers supérieurs. Mais quelles que fussent les instances faites, on n'avait pu obtenir ni mon admission au Prytanée, ni aucune bourse dans aucun lycée impérial. Si j'avais été quelque chose à cette époque, je me ferais l'honneur de croire que j'avais hérité de la haine que Bonaparte portait à mon père. Aucune des demandes faites pour moi n'avait donc réussi, lorsque mourut un de mes cousins dont j'ai déjà parlé et qui se nommait l'abbé Conseil. L'abbé Conseil avait été gouverneur des pages. L'abbé Conseil avait eu, sous Louis XV et sous Louis XVI, toutes sortes de bénéfices, si bien que l'abbé Conseil était riche. Il possédait à Largny, village situé à 1 lieue de Villers-Cotterêts, une charmante maison, un jardin des plus pittoresques au fond d'une vallée. Mais je n'ai point parlé du tout de cela, attendu le peu d'hospitalité du cousin Conseil. Le cousin Conseil avait en outre une maison à Villers-Cotterêts. Il demeurait, je crois, au numéro 3 ou 5 de la rue de l'Ormée, juste en face de la maison où était mort de Moustier. J'allais faire 2 visites par an au cousin Conseil, l'une le 1er janvier, l'autre le jour de sa fête. Il m'embrassait sur une joue, me donnait une claque sur l'autre, là se bornaient ses libéralités. Une fois, il me donna un petit écu. Nous n'en revenions pas, ni ma mère ni moi. Il mourut la même année. Il laissait une dizaine de 1000 livres de rente, dont héritait une certaine mademoiselle de Riant, déjà nommée. Quant à ma mère, elle l'héritait de 1500 francs une fois donnés. En outre, il laissait, pour un de ses parents, une bourse au séminaire de Soissons. La désignation était claire, et la prédiction de Cécile allait se réaliser. Le futur séminariste, c'était moi. Seulement il s'agissait de me faire aller au séminaire, ce qui n'était pas chose facile. Je n'entendais pas raison à l'endroit des curés, et cette prédiction de Cécile m'avait mis au cœur de grands germes de révolte contre cette intention. Chez ma mère, il n'y avait aucun parti pris, pauvre femme. Elle était incapable d'insister sur une détermination dans laquelle elle eût vu pour moi la moindre contrariété, mais elle avait un désir, c'était de me donner la meilleure éducation possible. Faire de moi un prêtre, elle n'y avait jamais songé. Je crois même que si elle eût pensé que la chose en vint là, elle se fût la première opposée au projet qu'elle me présentait sous le plus riant aspect. 2 ou 3 mois se passèrent en lutte de ma part et en prière de la part de ma mère. Enfin, un beau jour qu'elle avait déployé toutes les séductions de son esprit pour me décider, qu'elle me jurait sur sa parole d'honneur que je serais toujours libre de revenir à la maison si le régime du séminaire ne me convenait pas, je lâchai le oui fatal et je consentis à tout ce qu'elle voulut. Il me fut accordé 8 jours pour faire mes préparatifs de départ. C'était une grande séparation que celle qui se préparait, et certes, elle coûtait autant à ma mère qu'à moi. Aussi ma mère me cachait-elle ses larmes, de sorte que, injuste que j'étais, je la croyais bien contente de se séparer de moi. La veille du jour où l'on devait m'embarquer dans la voiture qui 2 fois par semaine faisait le service entre Villers-Cotterêts et Soissons,
Comme je réunissais toutes mes petites affaires de collégien, je m'aperçus qu'il me manquait un encrier. J'en fis l'observation à ma mère qui, reconnaissant la justesse de mon désir, me demanda comment je le voulais. J'avais des idées luxueuses à l'endroit de cet encrier. Je voulais un encrier de corne avec un récipient pour les plumes. Mais comme ma mère ne comprenait pas bien mes explications, elle me donna 12 sous et me chargea d'aller acheter l'encrier moi-même. Qu'on fasse bien attention à ce détail. Si puéril qu'il soit, il a changé la face de ma vie. J'allais chez un épicier nommé Deveau. Je me serais bien gardé d'aller chez Lebègue, on sait pourquoi. L'épicier n'avait pas d'encrier, comme j'en désirais un. Il m'en promit un pour le soir. Le soir, je revins. Il avait l'encrier, mais le hasard fit qu'en même temps que moi se trouvait dans le magasin ma cousine Cécile. En me voyant, sa joie fut grande. Elle trouvait enfin l'occasion de me dire à moi-même qu'elle me souhaitait toutes sortes de prospérités dans la carrière que j'embrassais, et elle me promit qu'aussitôt que je serais ordonné, elle me donnerait la charge de son directeur. Je ne sais si c'est parce que les railleries me parurent trop amères ou la charge trop lourde, mais je jetai l'encrier au nez de l'épicier, je mis mes 12 sous dans ma poche et je sortis du magasin en criant « Eh bien c'est bon, je n'irai pas au séminaire !» Comme César, je venais de passer mon Rubicon. Maintenant il s'agissait d'échapper aux premières supplications de ma mère, auxquelles je n'eusse pas eu peut-être la force de résister. Je risquais mon premier coup de tête. J'achetais, avec mes 12 sous, un pain et un saucisson, des vivres pour 2 ou 3 jours enfin, et j'allais trouver Boudou. Il faut que j'explique ce que c'était que Boudou. Boudou était un type. Si la maladie intitulée la boulimie n'avait pas été baptisée à cette époque, il aurait fallu l'appeler la boudimie. Je n'ai jamais vu de plus terrible mangeur que Boudou. Un jour, il arriva chez nous. On venait de tuer un veau. Il le regardait avec des yeux d'envie. « Veux-tu le manger tout entier ?» dit mon père, « il est à toi. »« Oh, le général plaisante, » dit Boudou. « Non, sur ma parole. »« Ah, je veux bien, général. » On mit le veau tout entier au four, et le veau cuit, Boudou mangea le veau tout entier. Le dernier rot gratté, mon père lui fit compliment. « J'espère que maintenant tu n'as plus faim, Boudou, lui dit-il. »« Mettez la mère à la broche, général, répondit Boudou, et vous verrez. » Mon père recula, il aimait sa vache. Boudou était homme à n'en laisser que les cornes. Après ce trait, nous en citerions bien d'autres, mais il paraît très faible à côté de celui-là. Un jour d'ouverture de chasse, chez monsieur Denré de Vouty, il y avait 24 poulets à la broche. Boudou les regarda comme il avait regardé le veau de mon père. Monsieur Denré eut l'imprudence, alors, de lui faire une proposition équivalente à celle que lui avait fait mon père. Boudou fit 24 bouchées des 24 poulets. Plus tard, je veux en finir d'un coup avec l'appétit de Boudou, lorsque, après la Restauration, monsieur le prince de Condé vint chasser à Villers-Cotterêts, il y amena une meute de 120 chiens. Boudou obtint la charge de valet des valets de chiens. Ce fut en conséquence Boudou qui se trouva chargé de faire aux rocadors et aux barbaros princiers la distribution des vives. Et bientôt on s'aperçut, quoique l'achat de pain et de mou fût toujours le même, que les pauvres bêtes languissaient, maigrissaient, perdaient leurs jambes. On se douta de la chose et l'on guetta Boudou. On s'aperçut qu'il mangeait à lui seul la portion de 40 chiens. C'étaient les 2/6 de la nourriture générale. Le prince ordonna qu'on servirait chaque jour à Boudou une portion à part, et que cette portion serait celle de 40 chiens. Voilà ce qu'était Boudou quant à l'appétit. Nous allons dire ce qu'il était quant au physique, puis nous dirons ce qu'il était quant au moral. Au physique, Boudou était le rebut de la création. Quasimodo, près de Boudou, aurait pu avoir des prétentions à la beauté. Boudou avait le visage non pas grêlé, mais couturé, mais sillonné, mais bouleversé par la petite vérole.
L'œil, tiré hors de son orbite par une excavation de la paupière, semblait descendre, plein de larmes et de sang, jusqu'au milieu de la joue. Le nez, au lieu d'être saillant, se déprimait au-dessous du cartilage et s'aplatissait sur la lèvre supérieure. Cette lèvre d'où suintait éternellement une salive noircie par la chique formait l'arche supérieure d'une bouche qui, pareille à celle de serpent, se fendait jusqu'aux oreilles pour laisser passer un gigot tout entier. Le reste était complété par des cheveux, cutanviers polyphèmes, par une barbe rouge et grasse, poussant dans les intervalles rares laissés intacts par la petite vérole. Cette tête était supportée par un corps de 5 pieds 9 pouces, dont on ne pouvait jamais apprécier la grandeur réelle à cause d'une jambe qui, à chaque pas qu'il faisait, pliait en cédant, à ce point que le bas de la jambe et le haut de la cuisse étaient égaux aux deux pointes d'un compas ouvert en triangle. Avec tout cela, Boudou possédait une de ces forces qui n'ont pas de mesure. Dans les déménagements, Boudou était un homme précieux. Il plaçait sur sa tête bahut, buffet, lit, table, et de son pas claudiquant, qui mesurait 1,5 m à chaque enjambée, il transportait en un tour de main l'ameublement tout entier d'une maison à une autre maison. Et pourtant, Boudou, qui eût pris, comme Alcimadas, un cheval par les sabots de derrière, et qui lui eût arraché les sabots, Boudou, qui, comme Samson, eût arraché de l'orgon les portes de Gaza et qui les eût emportées sur son dos, Boudou, qui, comme Milon de Crotone, eût fait le tour du cirque avec un bœuf sur ses épaules, eût assommé le bœuf et l'eût mangé le même jour, Boudou, avec la force d'un éléphant, avait la douceur d'un agneau. Voilà pour le moral. Aussi tout laid, tout repoussant, tout hideux à voir qu'il était, Boudou n'avait partout que des amis. Il logeait chez une tante à lui, mademoiselle Chapuis, directrice de la poste, mais il mangeait chez tout le monde. 3 fois par jour, Boudou faisait sa tournée par la ville, et comme les frères quêteurs des anciens monastères, il récoltait de quoi nourrir un couvent. Seulement, comme il n'avait pas de moine à nourrir, il mangeait la récolte à lui tout seul. Cela ne le rassasiait pas, mais cela le nourrissait. Puis Boudou avait une industrie, ou plutôt 2 industries. Boudou allait à la marette et à la pipée. Indiquons à messieurs les Parisiens, qui pourraient bien ne pas savoir ce que c'est, quelles sont ces 2 industries que nous venons de désigner sous le nom de marette et de pipée. Commençons par la marette. Il n'y a point de forêt de bois de remise qui ne possède quelques-unes de ces flaques d'eau que l'on désigne sous le nom de mares. Témoin la mare d'Auteuil, qui, autant que je puis m'en souvenir, jouissait de son vivant d'une certaine célébrité. À ces mares, situées dans la forêt, dans les bois, dans la remise, les oiseaux vont boire à certaines heures. On enfonce dans la terre molle et détrempée qui les borde de petites branches de bouleau enduites de glu, et lorsque les oiseaux viennent pour boire, ils se prennent à ces gluaux. Cela s'appelle tendre une mare. Dans cette action de tendre une mare, plus ou moins habilement, gise tout le succès de la chasse et toute l'adresse du chasseur. Seulement, il faut tout expliquer, comme il existe plus de petites mares que de grandes, comme les petites mares sont préférables aux grandes parce qu'elles exigent moins de gluaux et par conséquent moins de dépenses, comme les petites mares s'appellent des marettes, on dit, dans le langage de la chasse aux petits oiseaux, aller à la marette. Quant à la pipée, elle s'opère par les mêmes procédés, mais avec d'autres détails. On choisit un arbre assez élevé pour dépasser de sa cime la partie de taillis qui l'entoure. On le dépouille de ses petites branches, on les remplace par des gluaux fichés dans des entailles faites à la serpe, on se place dans une cabane de feuillage construite autour du tronc de l'arbre, et l'on attire tous les oiseaux des environs par 3 moyens. Le premier est d'attacher un hibou au centre de l'arbre. Le hibou, avec son plumage fauve et ses gros yeux ronds, joue dans les forêts le rôle que Jean-Jacques Rousseau jouait dans les rues de Paris quand il sortait habillé en arménien. Tous les gamins couraient après le philosophe de Genève, tous les oiseaux poursuivent le hibou.
Mais pour ces malheureuses bêtes se révèle alors une justice qui n'existe pas pour les hommes. En poursuivant le hibou, les oiseaux s'abattent sur l'arbre où il est attaché. Tout volatile qui se pose au gluot est perdu. Il tombe de branche en branche et passe de la liberté à la cage, bien heureux quand il ne passe pas de la cage à la broche. Le second moyen d'attraction est de prendre un jet. Avec un lièvre, on ne fait qu'un civet, mais avec un jet, on fait bien autre chose, pourvu cependant que le jet soit vivant, c'est une condition sine qua non. Le jet a très mauvaise réputation parmi la gent volatile. D'abord, il a celle de prendre les plumes du paon, que lui a faite La Fontaine, et qui est peut-être, comme toutes les réputations faites par les hommes, celle qu'il mérite le moins. Son autre réputation, bien autrement grave aux yeux des oiseaux, c'est celle de manger les œufs de ses confrères plus faibles et plus petits que lui. Aussi, la haine que les oiseaux ont pour ce dévorateur est-elle en raison de la quantité des œufs qu'ils pondent. Les mésanges, par exemple, qui font parfois jusqu'à 20 et 25 petits, sont les plus acharnés contre ce bandit. Puis, après elles, viennent les fourgons, qui en pondent 15, les pinsons, qui en pondent 5 ou 6, enfin les rouges-gorges et les fauvettes, qui en pondent 3 ou 4. On prend donc un jet vivant, et on lui étend l'aile, et on lui tire les plumes de l'aile. Ce n'est pas très humain, mais c'est très efficace. On connaît l'affreux cri du jet. À chacune des plumes qu'on lui tire, le jet pousse un de ses cris, et à chaque cri, on voit se précipiter par volées mésanges, fourgons, pinsons, fauvettes et rouges-gorges qui viennent jouir du supplice de leur ennemi. Car ils ne s'y trompent pas et reconnaissent ce cri pour un cri de douleur. Mais une fois encore, ils sont punis pour n'avoir pas pardonné à leur ennemi, et les gluots font justice de leur mauvais cœur. L'efficacité du troisième moyen dépend entièrement de la faculté plus ou moins grande accordée par la nature aux chasseurs de filer, à l'aide d'un brin de chien-dent ou d'un morceau de taffetas, certains sons imitant le chant des oiseaux. Le musicien doué de cette imitation n'a plus besoin ni de jet ni de hibou. Il se met dans sa hutte, contrefait le cri de détresse des différents oiseaux qu'il veut prendre, et tous les oiseaux de la même espèce qui sont dans les environs accourent à cet appel. Mais il faut le dire, parmi les pipeurs, et j'en ai connu beaucoup, peu arrivaient à ce degré de perfection. Eh bien, Boudou, qui ne parlait aucune langue morte et qui, parmi les langues vivantes, ne parlait que la sienne et encore assez mal, Boudou était, à l'endroit des oiseaux, le premier philologue, je ne dirais pas de la forêt de Villers-Cotterêts, mais encore, j'ose l'assurer, de toutes les forêts du monde. Il n'y avait pas une langue, pas un jargon, pas un patois ornithologique qu'il ne parlât, depuis la langue du corbeau jusqu'à celle du roitelet. Aussi, comme Boudou méprisait ceux de ses confrères qui se servaient du brin d'herbe ou du morceau de taffetas, lui que j'ai vu, en imitant le cri du hibou, forcer le hibou à venir se poser sur son chapeau, comme le casque de Minerve. J'allais trouver Boudou, je m'ouvris à lui et lui demandai de me cacher pendant 2 ou 3 jours dans une de ses huttes. Il va sans dire que Boudou m'accorda ma demande. Seulement, comme nous entrions en automne, il me prévint qu'il serait bon que je prisse une couverture, attendu que les nuits commençaient à ne plus être chaudes. Je rentrai chez nous, je me glissai dans ma chambre, je pris une des couvertures de mon lit, et j'écrivis sur un bout de papier « Ne sois pas inquiète pour moi, bonne mère, je me sauve, parce que je ne veux pas être curé. » Et j'allais rejoindre Boudou, qui, ayant fait sa récolte du soir, m'attendait à l'entrée du parc. Boudou avait justement 2 mares tendues, la mare du chemin de Vivière et la mare du chemin de Compiègne. À la mare du chemin de Compiègne, il y avait une hutte. C'est à cette hutte que j'allais demander un refuge contre le séminaire de Soissons. Je passai 3 jours et 3 nuits dans la forêt. La nuit, je m'enveloppais dans ma couverture et je dormais, je dois le dire, sans aucun remords. Le jour, j'allais d'une mare à l'autre et je récoltais les oiseaux pris. Ce que nous prîmes d'oiseaux pendant ces 3 jours, c'est incalculable.
Le troisième jour, les 2 mares étaient ruinées pour jusqu'aux prochaines couvées. Nous soulignons le mot « ruiné » parce que c'est le mot technique. Ces 3 jours augmentèrent mon antipathie pour le séminaire, mais en même temps me donnèrent une terrible sympathie pour la marette. Au bout de ces 3 jours, je revins, mais je n'osais pas rentrer directement à la maison. J'allais trouver ma bonne amie madame d'Harcourt et la priais d'annoncer à ma mère le retour de l'enfant prodigue et de ménager sa rentrée dans la maison maternelle. Hélas, plus les enfants sont prodigues, mieux ils sont reçus. Quand le véritable enfant prodigue rentra chez son père après 3 ans, on tua un veau. S'il n'était rentré qu'après 6 ans, on eût tué un bœuf. Ma mère m'embrassa en m'appelant méchant. Elle me promit qu'il ne serait plus question entre nous du séminaire, enchantée qu'elle était que je ne la quittasse point. Toute sa colère tomba sur Boudou, et la première fois qu'elle le vit, tout pauvre que nous étions, elle lui donna 5 francs. Et cependant, voici quelle circonstance futile a décidé de ma vie. Si le matin l'épicier avait eu un encrier comme je le désirais, je n'y retournais pas le soir, je n'y rencontrais pas Cécile, elle ne me faisait point cette plaisanterie qui m'exaspéra, je ne me mettais pas sous la protection de Boudou, et le lendemain je partais pour Soissons et j'entrais au séminaire. Une fois au séminaire, les dispositions religieuses que j'ai de tout temps eues dans l'esprit se développaient, et je devenais peut-être un grand prédicateur, au lieu de ce que je suis, c'est-à-dire un pauvre poète. Cela eût-il mieux valu, cela eût-il valu moins? Ce que Dieu fait est bien fait. Ce n'est pas le seul danger auquel j'échappais. On verra plus tard comment je faillis devenir bien pis que séminariste ou curé. On verra comment je faillis devenir receveur des contributions.